chers amis, nouvelle semaine, nouveau mois, nouvelle bénédiction. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez apprêté vos paniers et tout ce qu'il vous faudra pour recueillir toutes ces belles bénédictions, en tout cas qui pleuvront le long de ce mois. Pour ma part, je suis prête. J'ai pas apprêté de panier, j'ai plutôt apprêté une bassine. Pour ne pas dire plusieurs bassines, parce que je sais, j'en suis certaine, le long de ce mois, je marcherai de bénédiction en bénédiction. Et il en sera de même pour vous, il suffit simplement d'y croire et vous verrez que tout cela s'accomplira par la grâce de Dieu. Alors bonjour, vous êtes bel et bien sur Matin d'Éden et sans plus tarder, nous allons simplement penser à nous à présent. Alors aujourd'hui, j'avais pensé vous parler du brin de folie indispensable au bien-être et au bonheur de chaque être humain parce que, il faut le dire, le monde est un petit peu foufou et si on n'essaie pas d'être fou à notre façon, on est très facilement et très vite largué. Mais bon, plutôt que de vous parler de brin de folie finalement, je pense que je vais simplement vous rappeler combien important c'est de rendre grâce à Dieu en tout temps. Nous sommes encore debout ce matin, nous avons eu la grâce de voir le soleil se lever. Par endroit, il s'est pas encore levé, vous inquiétez pas, il se lèvera d'ici là. En tout cas, nous avons eu la grâce d'être debout ce matin. Cela ne veut pas dire que nous sommes plus méritants que d'autres, pas du tout. Peut-être même que nous sommes pires que les autres, qui sait. Mais bon, toujours est-il que nous marchons dans la grâce aujourd'hui et nous sommes debout. C'est vrai que ce n'est pas forcément rose, ou en tout cas... je dirais pas aussi rose qu'on voudrait, mais bon, on est quand même là, on est debout et il y a justement là de quoi rendre grâce à Dieu. C'est toujours avec le même plaisir et la même motivation de vous servir que je vous retrouve à ce rendez-vous de ce bulletin d'information. Vous le savez, la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 a été adoptée par les députés de la 8e législature. Interviewée à ce propos, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, s'est prononcée. Elle est par ailleurs revenue sur la représentativité des femmes dans les instances politiques. Suivez. Je pense qu'un grand jour s'est levé sur mon pays, le Bénin. Un tournant décisif avec un acte courageux dont les Béninois ont longtemps redouté les contours risqués. Avec la caution du dialogue politique qui a fourni les principales orientations, le Parlement béninois vient de réussir une révision de la loi fondamentale sans polémique. C'est aussi le mérite du chef de l'État actuel qui a sérieusement mis en garde par rapport aux préoccupations à prendre pour éviter toute disposition qui pourrait nous créer des problèmes. Cet esprit a été respecté et pour ma part, les modifications apportées à la Constitution du 11 décembre 1990 sont pertinentes pour aller vers le développement. En même temps, elles garantissent la consolidation des piliers fondamentaux de notre jeune démocratie. C'est globalement une avancée notoire pour mon pays, le Bénin. J'ai particulièrement la joie de savoir que la discrimination positive en faveur des femmes pour laquelle je me suis battue a été prise en compte, car au cours du dialogue politique, la représentativité des femmes au Parlement et dans toutes les instances de décision était l'une des propositions principales que j'ai défendues et qui a toujours fait partie des priorités de l'UDBN. Et il ne fait l'ombre d'aucun doute, monsieur le journaliste, que l'Union interparlementaire exige un seuil minimal de 30% pour la représentation des femmes. Une exigence que le Bénin n'a pas satisfait à ce jour. Pendant ce temps, des pays tels que l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie ont inscrit un quota de 30% de femmes dans leur constitution. Au Bénin, il ne manquait que cette forte volonté politique pour hisser notre cher et beau pays
au rang de cette nation. Et cette modification du texte fondamental viendra non seulement rétablir une injustice à l'égard des femmes, mais aussi et surtout nous permettre de respecter les dispositions internationales auxquelles nous avons souscrites. Rappelons que le Rwanda a 61,3%, la Namibie 42,2%, 46,2%, l'Afrique du Sud 42,7% et le Sénégal 41,8% de femmes au Parlement. Et ce n'est que justice, monsieur le journaliste, si l'article 26 nouveau dispose que la loi peut fixer des dispositions spéciales de l'amélioration de la représentation du peuple par les femmes. Eh bien, rappelons, elle l'a dit, que l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio a fait de la représentativité des femmes l'une de ses priorités lors des propositions de l'UDBN au cours du dialogue politique. Elle fait donc ici des propositions par rapport au code électoral au regard de ce qu'a fait le Sénégal, par exemple. Suivez. C'est ici le lieu d'anticiper sur les propositions sensibles à inclure dans le code électoral. Il est nécessaire que le toilettage du nouveau code électoral prenne en compte les 30% au moins qu'exige l'Union interparlementaire. Nous pouvons aller aussi à l'école du Sénégal qui a imposé 50% de femmes aux listes de candidature de chaque parti politique pour les élections. Le code peut aussi, à l'instar du Rwanda, définir 30 femmes choisies en théorie sur des bases non partisanes par des collègues et conseils au niveau local et national. Je vais finir tout simplement par exhorter les députés à poursuivre dans la sérénité le vote des lois afin de prendre en considération les besoins actuels des citoyens et la sauvegarde de la paix, surtout la paix, l'harmonie et la cohésion nationale. Toujours parlant de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990, une équipe de la rédaction du Eden TV a interviewé quelques-uns de nos citoyens. Suivez ce qu'ils en pensent au micro de Roland Laurent Tonenques. Comme nous le savons tous, la question de la révision de la Constitution est une question qui a traversé plusieurs gouvernements. Aujourd'hui, comme c'est fait, eh bien je dis bravo. Maintenant, on peut passer à autre chose. C'est ce que je dis. En l'état, tel que les choses sont présentées, c'est positif. Maintenant, on sera beaucoup plus soulagé, satisfait, si dans la mise en application, les articles sont respectés. Par rapport au poste de vice-présidence, je pense que c'est de trop. On n'en avait vraiment pas besoin. C'est mon avis personnel. Parce qu'il y a des articles quand même dans notre Constitution qui nous oriente sur ce qu'il faut faire, les principes de vacances au poste. C'est-à-dire que lorsque le président n'est plus du tout apte à exercer la fonction, comment est-ce qu'il faut faire? Il y a tout un processus qui est déjà prévu dans notre Constitution. Maintenant, prévoir un poste de vice-vacances, je trouve que ce n'est pas tellement important. Ce qui me paraît bien positif, c'est déjà la discrimination féminine, la discrimination positive des femmes pour qu'elles soient beaucoup plus représentées à l'Assemblée nationale. Mais je me dis que s'il y avait vraiment la volonté de promouvoir les femmes, de les voir davantage à l'Assemblée nationale, on pouvait faire aussi autrement. Néanmoins, je pense que c'est déjà positif. La Constitution révisée depuis 29 ans, on a besoin de passer à d'autres choses. On est fatigué de vivre les mêmes choses. Aucun développement ne se fait sur place. Si nous voudrons vraiment développer le pays, nous allons procéder à la révision de la Constitution. Nous allons procéder à un nouveau départ pour mieux penser les choses. Au-delà de toute politique, nous avions effectivement besoin. Le peuple en a besoin que les gens cessent de nous manipuler. Au cours de ces révisions, nous avions fait quelques lectures des articles qu'ils ont touchés et nous avions vu que ce sont des choses qui doivent apporter le bon vivre au peuple béninois.
Oui, bon, le quota pour les femmes, c'est bon. Il faut encourager les femmes à participer au développement de leur pays. Ce n'est pas nécessairement au foyer que nous allons apprécier les femmes. Il faut les initier. Nous avions vu des pays où des femmes sont présidentes de la République. Des femmes occupent des hautes fonctions au niveau de l'État. Il faut les encourager à animer aussi la classe politique et à faire développer le pays ensemble avec les hommes. C'est une bonne chose et il faut applaudir, il faut remercier nos vaillants députés qui ont pris l'initiative de demander au président de l'Assemblée nationale de procéder à la révision de façon urgente et cela a été fait. Je pense qu'une nouvelle page sera désormais tournée pour que le pays avance autrement. Je pense que ce n'est pas nécessairement l'exploit de Talon qui a fait que cette constitution a été révisée. Je pense que c'est la nature qui a voulu que ce soit ainsi. Et si chaque fois on va vouloir renvoyer à demain cette révision, je pense qu'on ne va jamais toiletter cette constitution qui a quand même besoin d'un peu de changement. Je ne ferai que remercier le Seigneur pour cet exploit pour le Bénin parce que ça fait avancer un tant soit peu la vie politique de notre. Autre information dans ce bulletin d'information, pour une première fois dans l'histoire de la justice béninoise, le tribunal de première instance de deuxième classe de l'Okossa va juger des dossiers criminels. En prélude au démarrage de cette session, ce lundi 4 novembre 2019, le procureur du tribunal de première instance de deuxième classe de l'Okossa a présenté à la presse les dossiers à examiner. Suivez. Conformément à la loi numéro 2018-14 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin, le tribunal de première instance de deuxième classe de l'Okossa va démarrer sa session criminelle le lundi 4 novembre prochain. Au cours de cette session, qui durera 13 jours, 32 accusés, dont 2 femmes et 30 hommes, sont appelés à comparaître devant le tribunal statuant en matière criminelle pour être fixés sur leur sort individuel. 27 de ces accusés sont en détention et 5 en liberté, appelés à se constituer prisonniers au plus tard la veille de l'audience, conformément à la loi. 15 dossiers sont inscrits au rôle de cette session, la première de l'histoire du tribunal de première instance de deuxième classe de l'Okossa. Sur les 15 dossiers retenus, 13 concernent les atteintes aux personnes et se déclinent comme suit. 5 cas d'assassinat incluant une complicité, 2 cas de meurtre et 1 cas de parricide, 4 cas de viol sur mineurs et 1 cas de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce bulletin d'information. J'allais dire merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Maury Agua. Chers amis, je vous rappelle très rapidement, pour le cas où vous viendrez juste de nous prendre au vol, que vous êtes bel et bien sur Matin d'Éden et qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est action de grâce. Action de grâce simplement pour dire merci au Seigneur, car nous sommes encore debout et c'est une merveilleuse semaine que nous entamons ainsi. Alors à présent, nous allons faire une escale rapide pour vous dire qui est la plus belle ou le plus beau et revenir pour poursuivre avec la revue des titres. Ne vous fiez surtout pas à leur apparence innocente. Ces 13 jeunes femmes africaines sont détentrices d'une arme de séduction massive quasiment indétectable à l'œil nu. Suspectées d'avoir causé la mort du miroir par leur beauté insoutenable,
Elles sont actuellement détenues dans une villa de rêve pour rendre compte de leur forfaiture. Soyez au rendez-vous le 2 novembre pour l'acte d'accusation. Premier épisode de la saison 3 de votre télé-réalité « Dis-moi qui est la plus belle ». Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Mesdames, Messieurs, nous démarrons la une des journaux, la revue des titres, bien sûr, sur Matin d'Éden de ce lundi. Nous sommes 4 novembre 2019. La Nation, titre en manchette 29 ans après le renouveau démocratique, une constitution pour les défis de modernité. Modification de la loi 90-032 du 11 décembre 1990. Les implications politiques de la constitution modifiée. Le Bénin satisfait enfin à une directive de l'UMOA, titre La Nation de ce jour, qui parle également de la réforme des tribunaux de commerce au Bénin. Capitaliser les expériences pour un nouvel élan, titre La Nation. Nous passons à la une du quotidien Le Matin qui parle de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 et écrit Patrice Talon Patrice Talon relève le défi, lire l'intégralité des articles touchés. Relecture de la loi fondamentale, le Bénin maintient sa réputation de modèle. Première session criminelle au tribunal de Lokossa. 15 dossiers sont inscrits au rôle avec 32 accusés à la barre. Voilà ce qu'on peut retenir de la une du quotidien Le Matin. Le matinal s'intéresse également à la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 et écrit en manchette Le Bénin enfin sur la route du développement. Un acte historique des députés. Talon, une profession de foi, les fondamentaux intacts. Zoom sur les grandes lignes de la loi révisée. En congrès extraordinaire à Abomey, Moël Bénin renouvelle son alliance avec Talon, titre le journal. Et puis, sécurité alimentaire à la une du quotidien Le Matinal, l'on peut lire le Japon offre 5148 tonnes de riz au Bénin. L'événement précise à sa une l'information concernant la modification de la Constitution du 11 décembre 1990 et titre « Voici la version révisée ». Le Bénin pose un acte historique. La révision respecte strictement les recommandations du dialogue politique d'ici Barthélémy Kassa. À la une de l'événement précis, crise au sein du parti et nouvelle orientation. Paul Roumpé et les siens clarifient tout et annoncent la réconciliation des FCBE. C'est à la une de l'événement précis. Voilà ce qu'on peut retenir. Et puis à la une de la dépêche, tripatouillage de la Constitution béninoise, un déclin planifié. Titre ce lundi la dépêche qui parle de l'USL. L'USL affiche sa position, écrit la dépêche, conséquence du dialogue politique. Roumpé, Yarou et Djemba dans le pétrin. Titre aujourd'hui la dépêche. Voilà ce qu'on peut retenir de la dépêche alors que les 4 vérités à sa une parlent de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Tout sur l'ancien et le nouveau texte. Daniel Eda écrit à Patrice Talon. Il fait des observations et lui propose 3 options pour une révision démocratique et consensuel. Traitement du cancer de sein et du col de l'utérus. Docteur Raphaël Chidimé, sollicité en France, au Congo, au Togo et au Sénégal. C'est ce que mentionnent aujourd'hui les 4 vérités, alors que Dynamisme Info s'affiche et parle de la révision à la va-vite par voie parlementaire de la Constitution. La rupture craint le peuple qu'elle prétend pourtant servir. Les attentes du dialogue politique visiblement trahies vers des communales à histoire. Titre aujourd'hui Dynamisme Info. Insécurité en période de fin d'année. Les Django ne baissent pas les bras.
La police républicaine veille au grain, titre aujourd'hui Dynamisme Info. Et puis, nouvelle économie qui s'affiche à la une et titre qui s'affiche et titre à la une, Bénin, assainissement du secteur de la microfinance, responsable de tontine et d'adogbe, bientôt devant la criette. Affaire BHBBOA Gate, droit du peuple et des clients, violation des droits humains à la BOA Bénin, titre aujourd'hui Nouvelle Économie. Alors que Nord-Sud Quotidien parle de la révision de la Constitution à sa une, l'on peut lire quand des détails échappent aux députés. Quand des détails échappent aux députés, titre aujourd'hui Nord, si puis titre bien sûr, aujourd'hui Nord Bénin Info. Voilà ce qu'on peut retenir de la une de Nord Bénin Info. Nous passons à la une du quotidien Les Pharaons. Les Pharaons qui parlent de la modification de la loi fondamentale, des innovations qui feront du Bénin un modèle en Afrique. Assemblée nationale, la loi sur l'amnistie votée à l'unanimité. Et puis les 4 vérités, révision de la Constitution du 11 décembre 1990, tout suit l'ancien et le nouveau texte. Nous avons déjà parlé des 4 vérités ce matin. Matin Libre, à présent, parle de la révision de la loi fondamentale de 1990 et l'on peut lire à sa une, pourquoi Talon ne promulguera pas cette Constitution? Pourquoi Talon ne promulguera pas cette Constitution? Écrit Matin Libre à sa une qui parle du programme sectoriel eau et titre hygiène et assainissement, GIZ, la direction exécutive de l'ABN installée. Le Béninois libéré, révision de la Constitution du 11 décembre, appréciation des personnalités, partis politiques et commentaires, une avancée pour le développement, selon le Mouel Bénin de Jacques Ayadi. Badamassi salue l'initiative, lire le grand dossier de la rédaction, les explications de l'honorable Okunlola. C'est ce que titre le Béninois libéré, alors que Jakpata, de ce lundi, parle de la révision de la Constitution et titre révision de la Constitution et discrimination positive pour la gente féminine. Toutes les femmes béninoises jubilent et bénissent Talon et les députés. 24 parmi elles désormais représentées, titre aujourd'hui Jakpata. Après Jakpata, derrière, nous avons Émergence Info qui parle de la frontière bénino-nigériane fermée jusqu'au 31 janvier 2020. Et c'est la nouvelle qu'affiche ce matin Émergence Info que cache cette fermeture unilatérale prolongée. Une grosse interrogation en bleu à la une de Émergence Info qui s'intéresse également à la révision de la Constitution et innovation, mandat des conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, désormais renouvelable une fois. Et puis, le journal Le Canard du Nord, parle aujourd'hui de l'autorité du bassin du Mono. Le ministre Samou Seibou Adambi installe la direction exécutive. Lettre ouverte au président de la République. Daniel Eda appelle au rejet de la Constitution. Gani, édition 2019 à Niki. Mamou Voyage offre... Ça, c'est de la pub. Le général Robert Gbigna à propos, la nouvelle loi fondamentale du Bénin, les innovations de la Constitution sont celles qui ont été souhaitées par les gouvernements successifs depuis les lustres. Il donne des explications techniques sur les points amendés. La presse du jour parle de la modification de la Constitution du 11 décembre 1990, une réforme qui dynamise la procédure de ratification des accords de prêt. Les premiers mots du président de l'Assemblée nationale, quelques grandes lignes de la Constitution révisée. Les présidents Vlavonou et Talon déjà félicités, un acte historique qui répond aux aspirations du peuple, titre la presse du jour de ce jour. Voilà, mesdames, messieurs, ce qu'on peut retenir de la une, de la revue des titres de ce lundi 4 novembre 2019. Merci à toutes et à tous.
Merci à vous, Maury Agua. Moi, je retiendrai simplement que désormais, les responsables de Tontine et d'Adogbe seront bientôt à la criette. C'est pas moi qui le dis. Je l'ai retenu au nombre des titres que vous avez partagés avec nous ce matin. Eh bien, j'entends certains dire c'est pas trop tôt parce que bon, ils ont vu pas mal de leurs sous quand même partir en fumée. Alors je dis ça, je dis rien. Nous allons simplement prendre notre pause publicitaire et vous revenir. L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois, le destin joue des tours inattendus, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Eva Luna. Eh bien, j'en parlais tout à l'heure, ils ont tout fait de m'envoyer un chat dans la gorge, mais bon, j'ai réussi à chasser le dit chat tout de même, mais bon, j'en parle plus, Je ne veux pas prendre le risque de recevoir cette fois-ci un chameau dans la gorge. Allez, je dis ça, je dis rien. Bonjour et bienvenue une fois de plus sur Matin d'Éden. Vous avez bien fait de choisir de nous écouter ce matin du côté de Diaspora FM. C'est toujours un plaisir que de vous retrouver par ici tous les jours du lundi au vendredi et de 7h à 9h. Je rigole parce qu'elle est déjà là. Et quelle s'affaire, je suis en train de la voir là, s'affairer, préparer pour vous tous ces petits ingrédients indispensables à votre bien-être et au mien en passant. Alors bonjour Tessani Condéon. Bonjour Natacha Kofi, bonjour amis téléspectateurs, bonjour à nos auditeurs du côté de Diaspora FM. Ce lundi, je vous souhaite un heureux mois de novembre puisque nous sommes de plein pied dans ce 11e mois de l'année. Ça passe vite. Ça passe C'est tout ce que vite, je retiens pour oui, le compte de l'année 2019. Très rapidement, on se retrouve. Quoi que ça passe vite? Très vite. Sérieusement, parce que j'ai vraiment pas vu les mois défiler, je n'ai pas vu le temps passer. Nous y sommes. C'est normal, j'étais dans votre vie là. C'est normal. L'année prochaine, je me débarrasse de vous et je verrai si ça passera moins vite. Ça par contre, ça va être difficile. Alors aujourd'hui, on parle de e-santé. Exactement. Nous sommes à l'ère du numérique et comme on le dit, tout est numérisé aujourd'hui et le secteur de la santé n'est malheureusement pas épargné. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de votre position sur la question. Malheureusement ou heureusement, le secteur de la santé n'est pas épargné. Tout est désormais à portée de main grâce à Internet et aux technologies de l'information et de la communication. Nous sommes à l'ère où les dossiers médicaux sont devenus électroniques, la télémédecine est en pleine expansion, les applications smartphone, les applications santé sont disponibles sur smartphone. La e-santé, tout simplement, en quelques années, est devenue incontournable, tant pour nous en tant que patients que pour les professionnels de la
santé ou encore les acteurs au plus haut niveau qui, eux, estiment surtout que la e-santé est en train de révolutionner le secteur de la santé, sinon que c'est déjà le cas, et que cela propose déjà, et d'ici quelques années, encore mieux, un système de santé qui soit plus équitable et un système de santé de qualité. Mais tout le monde ne sait pas justement ce que c'est que la e-santé. Mais si vous le savez, Natacha ou Simori le sait. Nos téléspectateurs et auditeurs, eux, ne le savent pas forcément. Alors, la e-santé, selon la définition que nous donne l'Organisation mondiale de la santé, se définit comme les services du numérique, au service du bien-être de la personne. Elle se définit également comme l'utilisation des outils de production, de transmission, de gestion et de partage d'informations numérisées au bénéfice des pratiques tant médicales que médico-sociales. E-santé ou santé 2.0, derrière ces applications se dessine donc une prise en charge de la santé qui est bouleversée en griffe, puisque ce n'est pas au sens péjoratif, qui est bouleversée par l'usage des technologies numériques et surtout leur mise en réseau. Vous pouvez le voir sur ces différentes images. On part d'un ordinateur qui est interconnecté à tous les secteurs de la santé, votre dossier médical, votre groupage sanguin, les différentes alertes pour connaître comment vous vous portez, votre bilan de santé, votre plan de vaccination et ainsi de suite. Là, par exemple, on a cette application sur smartphone qui est connectée à un autre outil qui vous permet de suivre la vie de votre cœur, si vous voulez. C'est autant de petites choses qui interviennent aujourd'hui dans le secteur de la santé et qui révolutionne un peu ce secteur. Alors, la e-santé couvre plusieurs domaines, la télémédecine, les systèmes d'information des différents acteurs sanitaires, médico-sociaux et ambulatoires autour du patient, de l'usager, les projets et services portés par les différentes plateformes de santé, ainsi que l'ensemble des différents et surtout nouveaux usages s'appuyant sur le numérique. Ce matin, je vous propose spécifiquement un vocabulaire de la e-santé, sinon de la santé numérique pour les personnes qui préfèrent. Elle intègre justement plusieurs domaines, je vous le disais. On va donc commencer par les systèmes d'information en santé qui permettent une meilleure coordination des soins au sein d'un établissement de santé. Donc, un hôpital peut décider de mettre en place un système d'information qui reste basé sur le numérique. Donc, nous sommes toujours là déjà dans la e-santé et on parle de système d'information hospitalier ou SIH. Dans ce cas, on aura les dossiers patients informatisés ou DPI. On aura un territoire de soins qui prend en compte des systèmes d'information partagés de santé. Mais tout ceci ramène le patient au cœur de la santé, au cœur de ces différents systèmes-là. On l'a vu à travers la dernière image qui est passée. L'autre grand domaine qui est pris en compte, voilà, avant d'aller au second grand domaine, je reviens à cette image qui met le patient au cœur du système d'information de santé. Vous voyez, le patient est au milieu, en rose. Autour de lui, il y a ses besoins, la qualité de la santé, la qualité des soins de santé, sa sécurité, les informations dont il a besoin, son autonomie et la prévention également des problèmes de santé auxquels il peut faire face. Ensuite, on a les différentes pathologies qui sont prises en compte dans les systèmes d'information de santé. On a les services à domicile, on en parlera le long de cette semaine. Et tout ceci tourne autour de l'innovation qui prend en compte le génie logiciel, la communication terrestre, satellite, Wi-Fi, Bluetooth et autres, la robotique, domotique, les capteurs. Tout ceci tient compte justement du patient qui reste au cœur de toute cette révolution numérique dans le secteur de la santé. Vous voyez donc, dans tout ça, nous avons le génie logiciel qui tient compte de la télémédecine qui fait partie d'un des sous-domaines de la e-santé qui offre des possibilités de soins à distance et regroupe 5 catégories d'actes médicaux. La téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la régulation médicale. L'autre sous-secteur, c'est la télésanté qui intègre justement des services de suivi et de prévention des individus dans un objectif principal de bien-être. Des objets connectés, comme on le voit à l'écran, des objets
qui sont connectés à votre cœur, par exemple. Cette montre-là que vous pouvez porter pour suivre votre rythme cardiaque, ou quand vous allez au sport, vous pouvez voir combien de kilocalories vous perdez, à quel rythme votre cœur bat et ainsi de suite. Des applications mobiles d'automesure, des plateformes web, et en fonction des utilisateurs, il est possible de distinguer au sein de ces champs d'application 3 différents types de dispositifs technologiques génériques. Il y a les dispositifs centrés patients au grand public, il y a les applications de santé mobile, de santé web, les objets connectés, les réseaux sociaux, les portails d'information de santé. On en a pas mal au Bénin. Nous avons également les dispositifs technologiques centrés offreurs de soins tels que les établissements de santé et les professionnels de santé, les SIH internes qui sont des dispositifs intégrés dans les centres de santé, je le disais un peu plus tôt, les systèmes d'information partagés, le patient est toujours au cœur parce que l'information part du professionnel de la santé pour venir aux patients en passant par ces systèmes d'information. Nous avons les dispositifs de télémédecine, les dispositifs technologiques centrés acteurs assurantiels. Ceux-ci le patient est au cœur, mais il n'est pas l'acteur principal. Les acteurs principaux sont les régulateurs publics et industriels. Donc les dispositifs technologiques centrés acteurs assurantiels n'intègrent pas directement le patient, puisque ce sont des outils génériques de la gestion de la relation client, donc entre les acteurs de santé et les industriels, ainsi que ceux du data. On l'a vu tout à l'heure dans le cercle qu'on a pu voir. Tout ça tourne autour de l'innovation, les données internes, les données externes qui permettent la collecte, le stockage et le traitement de données massives de santé. Et c'est d'ailleurs là que reposent les grands enjeux aujourd'hui de la e-santé, puisqu'il y a beaucoup de données personnelles qui sont prises en compte quand vous décidez d'intégrer un système numérique pour la prise en charge sanitaire. Qu'est-ce qui est fait de ces données personnelles-là? C'est la grosse interrogation à l'heure où la santé est totalement numérisée. On continue de se poser des questions, mais une chose est sûre, le Bénin est de plein pied dans cette révolution et le long de cette semaine, je vous ferai découvrir quelques applications de santé numérique, de santé mobile au Bénin, qui vous feront comprendre justement que nous ne sommes pas en arrière, nous avançons au même rythme, non, pas au même rythme, mais nous avançons tout de même dans le secteur de la e-santé et vous pourriez peut-être adopter ces quelques applications-là pour une santé plus efficace, qui sait. Très bien, merci à vous Tessanik. Moi. Il faut dire d'ailleurs qu'aujourd'hui, de plus en plus, quand nous achetons certaines marques de téléphones, les téléphones d'e-smart, eh bien, il y a des applications de santé incorporées. Exactement. Que vous pouvez simplement retrouver déjà installées sur le téléphone. Et il faudra maintenant y mettre les informations relatives à votre personne, histoire que ça puisse véritablement vous aider au quotidien. Mais bon, c'est bien cela. Vous dites que nous ne sommes pas en arrière, d'accord, on va le découvrir. Si vous le dites, on veut bien vous croire, alors on va le découvrir. On va le découvrir le long Merci de à la vous, semaine. Tessanik. Merci Natacha. Vous allez bien, Mouria? Oui, ça va, ça peut aller. J'aime votre sourire timide du lundi matin. C'est un sourire mi-figue, mi-raisin. Suis-je encore au lit? Suis-je déjà sur ce plateau? C'est un sourire qui cache beaucoup de choses. On ne veut pas découvrir. Quoi, non, on veut pas Pourquoi elle découvrir. s'empresse de me dire qu'on ne veut pas découvrir? Parce que quand il a ce sourire mi-figue, mi-raisin et qu'il dit que ça cache des choses, mieux vaut pas savoir. Alors nous allons simplement passer à l'humour. Donc à présent, chers amis, allez, on y va. Tu sais ce que je veux maintenant? Tu dis? Tu sais ce que je veux? Tu veux quoi? Je veux shawarma. Shawarma? Oui. Shawarma, on dit? Shawarma, c'est du manger. On vend ça à combien? Je veux juste pour 3 000 francs. 3 000. 3 000 carton. Ma mère n'a jamais mangé ça. Shawarma carton. Bâton gros pour pont. Ma shawarma carton gros pour grand bois. Chérie, tu sais ce que je veux maintenant? Tu dis? Tu sais ce que je veux? Tu veux quoi? Je veux shawarma. Shawarma? Oui. Shawarma, on dit?
Shawarma, c'est du manger. On vend ça à combien? Je veux juste pour 3 000 francs. 3 000. 3 000 carton. Ma mère n'a jamais mangé ça. Shawarma carton. Baton gros pour pon, ma shawarma carton gros pour gangwa. ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਆਦਿਆ ਕਿ ਤੜਪਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਆਦਿਆ ਕਿ ਤੜਪਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ Télévision à tout prix. De toutes les façons, je crois que je vous l'avais déjà dit par ici, chers amis, chacun fait son bonheur comme il veut et comme il peut, ça c'est sûr. Chacun crée son moment de bonheur à lui. Et bien, passons de l'autre, dont la mère n'a jamais mangé 3 000 francs de shawarma, en tout cas jamais mangé de shawarma du tout carrément, à celui-là qui se crée sa télé à la maison, eh ben... En fait, il fait même le ratio. Il dit que la mesure de maïs est à 250 et lui, elle seule va manger 3 000. Ou lui, il peut banalement avoir, je ne sais pas combien de... Ça fait 4 fois 3, ça fait 12 mesures. Attendez, elle se fout de lui, quoi. Il n'aime pas les foutaises, il dit jamais un gâteau. Après, écoutez, regarde en français. Mais si c'est ça, elle aurait pu lui dire, je t'achète 12 mesures de maïs pour que tu manges, quoi. Mais non, à la place du shawarma, quoi. Elle n'en veut pas ce shawarma qu'elle veut. Et puis elle a dit, pour 3 000, quoi. C'est juste pour 3 000. Donc elle pouvait en prendre plus. Mais... Non, elle en prend plus. Il va même pas répondre avant de raccrocher. En passant, elle n'a jamais dit que le shawarma coûtait 3 000 francs. Elle a dit qu'elle juste pour 3 000. Voilà. Donc elle a bien ajouté. On peut en vouloir pour 5 000 ou pour 10 000. Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Après... Si elle avait dit 10 000, le gars allait s'assassiner. Non, mais bon, écoutez, c'est chose. Commentaire. Oui, il y a autre chose. Nous allons regarder rapidement et revenir. Aujourd'hui là on va te bouffer. Oh là là, arrête de pleurer, sorcier connaît pas la pitié. Oh là là, arrête de pleurer, nous on sait qu'on va te manger. Ça c'est la danse de minuit, ça c'est la danse de minuit, ça c'est la danse de minuit, ça c'est la danse de minuit. De toute façon on va te manger, tu vas prendre, de toute façon on va te manger. On va te manger, ça faisait longtemps qu'on guettait ta viande. Aujourd'hui là on va te bouffer. Oh là là, arrête de pleurer, sorcier connaît pas la pitié. Eh bien voilà, hein, chers amis, des pères de famille en calcif avec un balai en main et je ne sais pas si c'est de la craie ou de la farine sur le visage. En tout cas, ils se plaisent, oui, c'est la danse de minuit, ils se plaisent à remuer tout ce qu'ils ont là comme popotin ou comme bagage en tout cas. Et puis ils disent, ben voilà, ça c'est la danse de minuit, on va te manger. Allez savoir qui il mange et comment il mange, les dites personnes. On n'en sait rien, on ne veut pas savoir, mais bon. Alors, Tessanic? Donc, je dis rien. No comment, comme cette édition de journal qui passait sur une chaîne de télévision béninoise. Tu dois dire quelque chose. No Parce que tu m'as demandé l'enfant qui dansait, que c'est l'enfant de qui? Je vous ai dit que c'est mon enfant. Et j'ai bien répondu que cela ne m'étonnait guère. Et pourquoi tu dis que tu ne dois rien dire? C'est à moi qu'il faut demander à qui appartenait l'enfant. En tout cas, non, mais véritablement, quand vous regardez cet enfant danser, vous ne pouvez l'associer qu'à une personne sur ce plateau. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Allez, à présent, chers amis, rassurez-vous, vous êtes bel et bien sur Matin d'Eden et ça se passe sur Eden TV tous les jours, donc du lundi au vendredi de 7h à 9h. C'est le rendez-vous à ne pas manquer. Nous sommes là pour partager avec vous un élixir de bonheur.
Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face de ce lundi 4 novembre 2019. Je vous l'ai dit tantôt, nous recevons pour vous Marcel Zoumeno, journaliste politique, analyste politique, assistant du directeur de publication, La Nouvelle Tribune. Eh bien, Marcel Zoumeno, bonjour. Bonjour Maurice. Merci une fois encore d'être venu sur ce plateau du dialogue politique à la révision de la Constitution. Tout est accompli, c'est le thème dont nous débattrons ce matin. Dans la nuit du jeudi à vendredi dernier, vous le savez, les députés ont acté la révision de la Constitution du 11 décembre en attendant la promulgation par le chef de l'État. N'est-ce pas la suite logique des conclusions du dialogue politique? D'abord, je voudrais dire que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est deux mots. Oui. Deux mots qui me viennent à l'esprit, la ruse et la rage. Ces deux mots me viennent à l'esprit parce que quand je regarde un peu les choses telles qu'elles se sont passées ces derniers jours-ci, depuis le dialogue politique jusqu'à la révision, j'ai l'impression que tout a été fait avec ruse et rage. Vous avez vu la ruse où? La ruse parce que on était parti d'un diagnostic. On avait constaté que les dernières élections législatives se sont passées sans les partis politiques de l'opposition. Et le diagnostic a dit que il y avait une partie de l'opposition. Non, je parle des dernières élections. Les dernières élections, tout à fait. Oui. Et j'ai dit que le constat a été de corriger les tests qui ont empêché ces partis de participer à ces élections. Tout à fait. Mais le résultat que ce dialogue a donné, c'est qu'on a révisé la Constitution et qu'on a adopté une loi d'amnistie. Et donc, si on part du diagnostic qui est posé et à ce que ça a donné, on voit qu'en réalité, ce que le dialogue politique a donné n'est pas ce que ça devait donner. On devait corriger le code électoral, on devait corriger la charte des partis politiques. Mais jusqu'au moment où je parle, la révision de la Constitution, dont on n'a jamais parlé par le passé, et qui ne posait aucun problème en réalité. Et donc, c'est la Constitution qui se voit révisée. Et le code électoral et les choses-là sont toujours en rade à l'Assemblée nationale. La révision de la Constitution posait problème puisque ça ne prend pas en compte la question liée à la Cour des comptes, par exemple. Oui, ça c'est de vieilles revendications, si je peux parler comme ça, de vieux problèmes qui n'ont aucun rapport avec les élections législatives. Je suis d'accord avec vous, puisque vous dites que ça ne posait aucun problème. Quand même, il y avait des choses à corriger dans la Constitution. Mais dans votre logique, dites-nous, donc si l'on comprend bien, vous êtes d'accord que ce n'est pas la suite du dialogue politique qui est la révision de la Constitution. Le dialogue politique ne devait pas aboutir à cela. Il y a une petite fenêtre qui a été ouverte et les gens sont engouffrés dans cette petite fenêtre pour réviser la Constitution. La petite fenêtre, c'est la décision qui a été prise d'harmoniser le calendrier électoral, c'est-à-dire d'organiser toutes les élections, alignement des élections pour ce qu'on appelle l'élection générale. Donc c'est cette petite fenêtre qui a permis aujourd'hui de réviser la Constitution. Mais vous avez constaté que dans le document qui est adopté la dernière fois, il n'y a pas que cela. Oui. Il y a beaucoup d'autres dispositions, des dispositions qui étaient dans la monture du projet envoyé à l'Assemblée en 2017 par le chef d'État qui a été réédité en son temps. Et donc, moi, je dis que, quelque part, le dialogue politique a servi de tremplin, a servi d'élément pour le chef d'État, pour le gouvernement de satisfaire une obsession, de satisfaire un désir qui était là depuis 2017, qui n'a pas pu être réglé. Et donc, pouf, on a réglé ce problème avant même de penser au code électoral et la charte des partis qui sont toujours en rade jusqu'à cela, alors que c'est ces deux documents qui ont créé les problèmes pour lesquels on a convoqué le dialogue. C'est pourquoi il parle de ruse et de rage. L'aspect que vous évoquez justement, les forces Kori pour un Bénin émergent ont effectué une sortie et donc ont déclaré qu'il n'a pas été question de révision de la Constitution à l'assise qui était le dialogue politique. N'est-ce pas une fuite en avant ou déjà un regret d'avoir participé au dialogue politique selon l'analyse politique? Qu'en dites-vous? Oui, un regret, mais ils ne sont pas si naïfs pour ne pas savoir que dans les points qui ont fait objet d'accord à ces assises où ils étaient majoritaires, il faut le rappeler,
il y a un point qui pouvait amener à cela. Je disais tout à l'heure qu'il y a le point sur l'alignement des élections, l'organisation des élections générales qui ouvrait cette fenêtre. Et donc, ils ne sont pas naïfs pour ne pas savoir que si on doit régler ce problème, il faut toucher forcément à la Constitution. Peut-être que sur l'agenda, ils ont été surpris. Parce qu'en réalité, si on devrait suivre les points qui ont fait objet d'accord, si on devrait régler les problèmes qui ont amené la crise préélectorale, post-électorale qu'on a connue, on devrait d'abord penser au code électoral, penser à la charte des partis, penser à la loi d'amnistie et peut-être en dernier ressort, voir si on peut réviser la Constitution. Mais là aussi, on ne peut pas réviser la Constitution. C'est peut-être l'un des points sur lesquels je voudrais sauter rapidement. On ne peut pas réviser une Constitution qui a fait 29 ans, qui a été adoptée dans les conditions que nous savons, de cette manière-là. C'est pas élégant, c'est pas bien. Quelle est la manière que vous évoquez? Qu'est-ce qui dérange si tant dans cette révision de la Constitution du 11 décembre 1990? Ce qui dérange, c'est le fond et la forme. La forme, nous sommes partis d'un dialogue qui devait régler des problèmes liés aux élections. Et les problèmes liés aux élections, tout le monde a compris que c'est quelques dispositions du code électoral et de la charte des partis. Y a-t-il des points qui dérangent dans la Constitution révisée, principalement, Marcel Zoumé? Voilà, si nous allons, parce que tu ne m'as pas permis d'aller dans la forme, pour finir rapidement, c'est la manière dont la Constitution a déroulé. Une Constitution qui a eu l'honneur, qui a eu le privilège, et qui a eu, comment dirais-je, le bonheur de nous maintenir pendant 29 ans. Je voudrais rappeler que le Bénin a une histoire. Vous n'allez jamais voir, peut-être pendant l'époque révolutionnaire, c'est cette constitution qui nous a permis d'avoir tout au moins 29 ans, bientôt 30 ans de stabilité. Et il faut la saluer. Et jusqu'au moment où je vous parle, je ne sais pas s'il y a un problème politique majeur. Un problème politique majeur, un problème de société que la constitution du 11 décembre 1990 a créé. Pourquoi vous voulez réviser une constitution qui ne vous a rien fait? Donc, c'est les problèmes de fond, les préalables. Maintenant, revenons dans les dispositions qui ont été adoptées. Honnêtement, M. Mori, est-ce que vous pensez qu'il est important d'amener encore une disposition qu'on appelle discrimination positive dans une condition qui reconnaît l'égalité de l'homme et de la femme? Et si les pays africains comme le Sénégal, autres pays comme Namibie et autres l'ont fait, ce n'est pas déjà trop grave. Ça veut dire que c'est faisable. Allez lire dans les constitutions d'abord s'il y a des dispositions comme ce qu'on a mis dans la nôtre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, pour régler ce problème, on n'a pas besoin de toucher à la Constitution. Il peut y avoir des lois. Et au finish, est-ce qu'un parti ici a pris la décision d'aligner des femmes sur sa liste et quelqu'un l'a empêché de le faire? C'est simplement un problème de volonté politique. Parce qu'en réalité, on dit aujourd'hui qu'il faut donner un quota. Les partis politiques, s'ils ne sont pas prêts, ils ne le feront jamais. Ils peuvent le faire. Mettre les femmes dans les dernières sur les listes, mais pas dans des, en tête de liste. Et les femmes seront là, pourront encore perdre. Je ne sais pas comment ça va être fait, mais moi je crois qu'on n'a pas besoin de toucher à la Constitution pour régler le problème des femmes. Deuxième problème, le problème de la création d'un poste de vice-président. Oui. La Constitution actuelle a prévu tous les mécanismes quand on est en période, en condition de vacances de pouvoir. La Constitution actuelle a prévu toutes les conditions. Moi, je ne sais pas ce qu'on veut encore ajouter. Mais vous n'êtes pas ça. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que c'est pour ne pas perturber ce processus d'enlèvement des élections. Parce qu'en cours de mandat, si quelque chose arrivait au président, il va falloir encore organiser des élections, ce qui va poser problème par rapport à l'enlèvement des élections. Et c'est ce problème-là, selon ceux qui ont révisé la Constitution, c'est ce problème-là qu'ils ont voulu régler. Donc, quand vous regardez le document, vous sentez qu'il y a un travail un peu précipité. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas élégant de réviser une constitution en procédure d'urgence en 3 jours. Ce n'est pas élégant. Et vous constatez, je dis que l'ancienne constitution, la constitution de 11 décembre 1990, a prévu tous les mécanismes de vacances de pouvoir. Allez lire la Constitution. J'ai l'impression mais la Constitution avant même de la révision, on n'a pas fini de bien la lire. Allez lire cette Constitution n'a pas prévu l'enlèvement des élections, Marcel Zoumé. Oui, elle n'a pas prévu l'enlèvement des élections. Mais lorsqu'un président est élu, il est élu, et je ne vois pas le lien entre l'enlèvement des élections quand la Constitution prévoit les mécanismes
pour remplacer le chef d'État au cas où il est mort, au cas où il est malade. Il faut simplement suivre les mécanismes qui étaient dans l'ancienne constitution. On n'a pas besoin. Parce que quand vous prévoyez un poste de vice-président, ça perturbe le système politique qu'on a. Ça perturbe comment dire, le modèle politique qu'on a. C'est pourquoi certains sont en train de dire qu'on n'est plus dans la forme républicaine qu'on a adoptée à la conférence nationale. En fait, le poste de vice-président, c'est vrai que ça existe aux États-Unis, ça existe dans certains pays. Mais une constitution, oui, une constitution, c'est un ensemble. Quand vous y ajoutez un nouveau élément, vous perturbez tout le système. Et c'est cela ce que moi je constate aujourd'hui. Parce qu'on voit quelqu'un qui est élu par ticket présidentiel, mais quand lui-même se retrouve remplacer le chef de l'État, on cherche encore un autre vice-président dont on n'a pas prévu les mécanismes pour l'élire. Ça pose un problème. Ça veut dire que c'est un travail qui n'a pas été raffiné. C'est pourquoi je dis. Maintenant, revenons au problème de... Parlons du poste de vice-président. Ça a été prévu. L'Assemblée nationale, le président propose un vice-président à l'Assemblée nationale. Oui, ça veut dire que le premier vice-président qui devient président, en temps au cas où le président élu est empêché ou est décédé, il n'est pas élu de la même manière que le président. Ça pose un problème. Ça pose un problème de légitimité. Le temps passe très vite. En tant qu'analyste politique, est-ce qu'aujourd'hui, on a entendu le chef de l'État dire qu'il ne veut pas d'une révision à polémique. Est-ce que cette révision de vendredi nuit ou de jeudi nuit à maintenant, est-ce que ça pose des problèmes de polémique selon vous? Est-ce que ça pose une polémique? Je voudrais que d'abord, il y a pour les dialogues qu'on a observés et qui sont des dialogues exclusifs parce que tous les partis qui devaient y être n'y sont pas. Mais le seul parti qui y était, qui est de l'opposition, a dit qu'il ne se retrouve pas dans la révision de la Constitution. Ça veut dire que ce n'est pas une révision qui est consensuelle. Et une révision qui n'est pas consensuelle est une révision à polémique. C'est aussi simple que ça. Et donc, doit-on quand même espérer que cette révision ne soit pas promulguée si j'ai un souhait, ou comme le dit, si j'ai un souhait, comme on l'a dit, si j'ai quelque chose à dire au chef de l'État, c'est de ne pas promulguer cette révision. Parce que juste le parti de l'opposition qui a participé estime qu'il n'a pas parlé de la révision de la Constitution. Non, parce que la Constitution de 11 décembre 1990 est une Constitution qui a été portée par le peuple. Quand elle a été rédigée, il y a eu des mois de séances de sensibilisation. Peut-être que beaucoup parmi nous étions jeunes, mais moi je fais recours à l'histoire. Il y a eu des mois de séances de sensibilisation en français et dans les langues nationales. Et après cela, cette constitution est passée au référendum. On avait donné 3 possibilités aux Béninois et le oui a emporté sur les 2 autres possibilités. Et vous voulez reviser cette constitution-là, qui a eu l'assentiment de tout un peuple. Cette constitution qui nous a permis d'avoir 29 ans de stabilité. Et vous le faites en 3 jours, par des députés qui ont même portent l'handicap de ne pas être légitimes. Vous voyez, mettez tout ça ensemble, pourquoi il dit que c'est une révision polémique. Une dernière question, c'est déjà fini. Que pensez-vous des propos d'Abraham Zizi-Ndoye qui a dit que le Bénin est à sa 3e indépendance après 1960 et 1990? Non, Abraham Zizi-Ndoye, comme beaucoup d'hommes politiques au Bénin, m'ont appris qu'ils ne sont pas sincères, ils ne disent pas la vérité. Les indépendants de 1960 et la conférence nationale de 1990 ont été des étapes majeures de notre politique, ont été des événements qui ont reçu l'assentiment de tout le peuple béninois. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la révision qui a eu lieu de façon clandestine et de façon exclusive la dernière fois ait reçu l'assentiment de tout le peuple. Donc on ne peut pas comparer ces 3 événements. Les 2 premiers sont des événements majeurs de notre vie politique, mais la révision qui a eu lieu la fois dernière n'est pas un événement majeur. C'est un événement, pour moi, à jeter très vite dans la poubelle de l'histoire, si je dois m'exprimer ainsi. C'est déjà fini, Marcel Zoumanou. Est-ce que vous avez un mot de fin? On n'a pas pu aller dans le fond sur les nouvelles dispositions qui ont été apportées sur cette constitution. Je vous inviterai sur les nouvelles dispositions. Ça me ferait beaucoup compte tenu du format, de face à face. Ça me ferait beaucoup plaisir. J'avais promis vous inviter à nouveau. Vous êtes analyste politique. On a besoin de vous et donc il n'y a pas de problème. C'est déjà fini. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot?
Non, c'est d'inviter peut-être le chef d'État, comme je le disais tout à l'heure, à lire très attentivement le document qui est devant lui avant de poser sa signature. Je ne voudrais pas qu'il pose sa signature sur un document qui sera un problème pour notre pays, Inch'Allah. Parce que moi, je ne vois en rien comment ce document peut apporter la modernité et le développement. Quand vous ratifiez, pour finir, parce que je n'ai pas dit, quand vous ratifiez, vous donnez le pouvoir au chef d'État de le ratifier, ce qui est permis par les tests, ça ne donne pas la même force, la même valeur, la même importance que la ratification qui est faite par les députés à l'Assemblée nationale. Et les bailleurs de fonds sont de plus en plus réticents aux ratifications qui sont faites par les chefs d'État. La Constitution du 11 décembre 1990 a un esprit. Et il faudrait que les gens le perçoivent bien avant de penser à sa modification. Marcel Zoumenou, désormais la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, les conseillers peuvent faire 2 mandats. On en a entendu parler, on a lu rapidement la une d'un journal. Peut-être on reviendra sur tous ces détails. Là aussi, ce n'est pas une réforme souhaitée par le dialogue politique. Non, ce n'est pas une réforme souhaitée même par nous, les acteurs des médias. Mesdames, Messieurs, c'est déjà fini pour ce face-à-face de ce lundi 4 novembre 2019 qui a reçu pour vous Marcel Zoumenou. Il est journaliste politique, analyste politique, assistant du directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons laisser le plateau à Natacha Kofi. Merci de nous avoir suivis. Eh bien, chers amis, c'était le face-à-face il y a un instant. À présent, nous allons demander à notre cher ami, notre cher confrère, quel est son rêve pour le Bénin. Ah oui, je vous promets que... Surprise, oui, hein? c'est ça. On leur fait toujours ce coup-là. Ils sont toujours pris de court. Et du coup, voilà, c'est votre tour aujourd'hui. Alors, quel est votre rêve pour le Bénin? Moi, je suis un nationaliste et je rêve d'un pays prospère, un pays où tous les Béninois sont heureux et libres. Un pays où on peut librement s'exprimer et un pays qui nous permet de réaliser nos rêves. Et je vois beaucoup de Béninois ces dernières années disent qu'il faut qu'ils quittent le pays. Moi, je n'ai pas encore pris cette décision parce que je pense que je peux réaliser tous mes rêves ici. Et si cela doit être possible, c'est de l'effort de tout un chacun de nous, de tous les citoyens, mais beaucoup de l'effort des gouvernants, de ceux qui acceptent au poste de responsabilité et qui ont le pouvoir d'organiser le pays, de donner les grandes directions au pays. Moi, je les invite et je souhaite que le Saint-Esprit les éclaire pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions pour que nous soyons tous heureux dans notre pays. Très bien. Alors à présent, dites-nous, quelles sont les actions que vous menez véritablement au quotidien pour faire de ce rêve une réalité? C'est ce que j'ai fait pour éclairer la lanterne des Béninois, selon la compréhension que j'ai des choses. Mais les points de vue que j'ai sont des points de vue personnels. Ils peuvent déranger certaines sensibilités, je les assume, mais ce sont mes points de vue. En dehors de ça, je suis dans le social. Je fais beaucoup d'actions communautaires où je fais des projets pour aider les jeunes à comprendre un certain nombre de choses. C'est-à-dire ce que moi, je peux faire à mon niveau où je suis aujourd'hui pour aider mon pays et pour aider beaucoup plus les jeunes qui ont beaucoup plus de problèmes que les autres composantes de la société. Très bien, merci à vous. Merci de vous Natacha. être prêté au jeu. Ça n'a pas été facile. Et surtout, merci d'avoir partagé Merci avec beaucoup. nous votre rêve pour le Bénin. C'est dire que Merci véritablement, chers amis, à tous les niveaux, nous pouvons continuer de rêver pour le Bénin et à chaque niveau, nous pouvons également poser un pas après l'autre, une pierre sur l'autre, pour espérer voir notre rêve devenir réalité. Alors, c'était là votre rêve pour le Bénin. Merci d'avoir été des Merci, nôtres et Natacha. passez une excellente journée. Merci. On raccompagne notre invité et on vous retrouve juste après.
Eh bien, chers amis, nous sommes de retour pour parler du chiffre du jour. Et quand je dis nous, je parle bien évidemment de Testanik Hundeyon qui sera avec moi pour en débattre aujourd'hui. Bonjour Testanik, merci d'être là. Bonjour. Toujours un plaisir. Nous serons également avec notre seul coq de la basse-cour, en tout cas ici sur le plateau. Bonjour et merci d'être toujours à nos côtés, Maury Agua. En fait, Maury n'est jamais à nos côtés, il est toujours dans son téléphone. Non, mais non, pas du tout. Dans mon téléphone, je vais chercher ce qu'il faut pour nos téléspectateurs. Mais là, tout à l'heure, il y a une minute, vous n'étiez pas avec nous. Mais j'étais là. J'ai toujours été là, même étant avec mon téléphone, j'ai toujours été là. De toutes les façons, avec et pas dans. Oui, c'est ça. De toutes les façons, elle vous taquine, comme je le disais comme un peu vous plus aimez tôt. le faire. Oui, on aime beaucoup ça. Alors, chers amis, aujourd'hui, le chiffre, c'est le chiffre 0. Alors, pourquoi 0? Il s'agit de 0 grossesse précoce et non désirée chez les jeunes filles. D'où sortons-nous donc ce chiffre et pourquoi le chiffre 0? Je pense que nous allons laisser Maury Agua se prêter à l'exercice, s'il veut bien. D'où sortons-nous ce chiffre? Oui. Ce chiffre, nous le sortons d'un nouveau projet, bien sûr, lancé par Care International Bénin Togo. C'est ça. Un projet dénommé Midjomido, si je ne me trompe. Absolument. Midjomido. On aurait pu dire Migbonum. Eh bien oui, je pense que la semaine passée, la semaine passée ou la semaine d'avant, nous abordions justement une question sensible relative aux jeunes filles. Exactement. Et on s'était promis d'y revenir. Et il est très important, vu que nous sommes en plein justement dans l'année scolaire, de parler de cela. Et c'est une initiative de Care International Bénin Togo, qui depuis toujours se positionne sur toutes les thématiques liées aux droits des filles, aux droits des femmes, les violences, l'éducation, le genre et ainsi de suite. Donc je pense que c'est à juste titre que cette institution-là met aujourd'hui sur pied cette initiative qui n'est qu'à l'avantage de nos filles. Parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, si mon cursus ou mon éducation avait été arrêtée par une grossesse, j'aurais pu atteindre l'objectif même un peu plus tard ou pas dans le même timing dans lequel je me retrouve aujourd'hui. Alors, toutes les jeunes filles ont le droit de suivre une éducation, de suivre leur éducation comme il le faut, sans être interrompues. Et une grossesse, qu'on le veuille ou pas, que cela soit une grâce, soit une bonne nouvelle ou tout ce qui va avec, pour ceux qui veulent prendre la chose du bon côté, est comme un élément perturbateur dans le cursus d'une jeune fille. Le cursus doit aller au bout et ensuite viendra le mariage et ensuite la grossesse, mais pas la grossesse avant d'avoir achevé les études. Donc je pense que ce projet a de beaux jours devant lui. Nous allons l'accompagner au mieux. Mais donnez-nous de l'argent. D'accord, alors nous parlons de 0 grossesse précoce et non désirée chez les jeunes filles. Maury Agua, il faut dire rapidement que quand on parle de jeunes filles, bien évidemment, on parle de nos frères, nos sœurs et nos enfants qui se retrouvent dans les écoles, dans les collèges et un petit peu plus au-delà parce qu'après, il y a des enfants qui véritablement arrivent à obtenir leur bac à 14, 15 ans aujourd'hui. Ce n'est pas pour autant qu'ils soient proclamés adultes non plus. Alors même quand ces jeunes filles-là ou ces jeunes femmes se retrouvent à l'université à 14, 15 ans, ça ne fait pas d'eux des adultes pour autant. Et la grossesse précoce, on lui dit non à ce niveau également, Maury Agua. Non à la grossesse précoce. Cette campagne de 2019 lancée par Care International Bénin Togo s'intéresse à plusieurs localités comme Diakotomé, Lokossa et Djougou. Et donc, à travers des caravanes physiques et virtuelles, et cette sensibilisation aura lieu, notamment également sur les réseaux sociaux. Et donc, non aux grossesses précoces, mais également il y a des dispositions qu'il faut prendre pour éviter les grossesses précoces. Care International Bénin Togo n'occulte pas ces dispositions-là, ou du moins dans ces sensibilisations, les jeunes filles sensibilisent leurs pères en leur disant, au pire des cas, préservez-vous ou abstinez-vous. Donc, donnez-vous à l'abstinence. Et donc, on doit saluer quand même cette initiative. 0 grossesse, c'est vrai, ce n'est pas trop tôt
tôt, mais des campagnes ont eu lieu. Mais au-delà des campagnes, au-delà de ces montants ou bien de l'argent qu'on éjecte pour pouvoir atteindre ces objectifs, il va falloir que les jeunes filles prennent conscience et pensent à leur avenir, puissent savoir qu'aujourd'hui, elles ont toutes des atouts, elles ont des chances à jouer. Vous voyez de plus en plus tout se fait pour permettre aux femmes de s'affirmer sur tout le plan, vu même des lois ou du moins des articles sur la discrimination et autres de la gente féminine. Donc je pense quand même qu'il ne faudrait pas gâcher sa vie pour des grossesses que l'on attrape, si je peux le dire ainsi, déjà en milieu scolaire très tôt sur les bancs. L'on ne va pas à l'école pour le sexe, mais l'on y va pour son avenir. Ben voilà, véritablement, pourquoi est-ce qu'on va à l'école? Moi, c'est une question que je me pose quand je vois, en tout cas, qu'il y a de ces jeunes filles qui se retrouvent malencontreusement dans des situations que certains qualifieraient de malencontreuses, mais moi, je dirais pas du tout, parce qu'après, il faut savoir pourquoi on va à l'école véritablement. Et pour ma part, souffrez que je le dise, à 14, 16 ans, même 18 ans, je vais le dire, on n'est pas encore physiquement prêt à ne serait-ce que connaître l'acte sexuel. Moi, je ne sais pas ce que vous recherchez, en tout cas ce que rechercherait une jeune fille. Les jeunes hommes, je n'en sais rien, je suis pas un jeune homme. Voilà, il y a un homme par ici qui pourra mieux nous expliquer la chose. Mais véritablement, pour une jeune fille, jusqu'à 18 ans, qu'est-ce qu'elle recherche, pourquoi est-ce qu'elle va à l'acte sexuel? Je ne me l'explique pas, sincèrement, je ne me l'explique pas. Et je ne me l'explique d'autant plus, je me l'explique encore moins quand j'imagine que quand je les entends dire c'est un accident. Il n'y a pas d'accident qui soit, vous n'êtes pas sur une route ou une autoroute en train de vous rendre d'un point A à un point B et puis voilà, un gros porteur est sorti de je ne sais où, non, il n'y a pas d'accident qui soit. Vous avez volontairement voulu vous mettre dans les positions normales de température pour que ça arrive et puis voilà, c'est arrivé. C'est un accident de parcours. Non, en fait, Tessanic, je ne vais pas vous le cacher, mais ce que vous dites est encore acceptable si nous nous remontons à il y a 15 ans, il y a 20 ans. Parce que, vous savez, c'était chez le voisin que tout le quartier regardait la télévision. On n'avait pas accès à ces téléphones Android. Il y a tellement d'éléments extérieurs qui, aujourd'hui, ont d'influence et qui poussent la curiosité de ces jeunes filles. C'est une curiosité malsaine. Merci, à toucher à ce à quoi on ne devrait pas. Vous faites bien de le dire. Il y a des programmes. Vous faites bien. Au-delà de ça, il y a des programmes aujourd'hui. Moi, je vous le dis, chers amis, que ma sœur m'en excuse, mais bon, j'ai surpris ma sœur plusieurs fois suivre de ces programmes, comment ça s'appelle, 16 ans et enceinte, 17 ans et enceinte, ce genre de, je me permets de le qualifier de bêtises. Et à force de le suivre, en fait, elle commence à se dire que c'est le modèle à suivre. C'est possible. Ce qui n'est pas du tout acceptable, ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, nous nous plaignons de quoi? Nous nous plaignons du fait que les femmes n'aient pas véritablement droit de citer, qu'elles n'aient pas droit à la parole, qu'on ne les retrouve pas dans les instances de décision et ainsi de suite. Mais quand on vous met dans les conditions normales, température, j'aime bien cette expression aujourd'hui, quand on réunit autour de vous toutes les conditions pour que vous puissiez étudier et qu'au lieu d'étudier, vous décidez d'explorer je ne sais quoi, après, il y a un véritable problème qui se pose. Dora l'exploratrice. Vous devenez comment? Dora l'exploratrice. C'est vous dire, chère sœur, que ce n'est juste pas possible. Ne devenez pas Dora l'exploratrice. Je dis ça, je ne dis rien. Tu as dit. Non, tout dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Je suis juste en train de chercher le mot pour que vous arrêtiez de dire, vous explorez je ne sais quoi. Elle explore et quand on explore, on devient explorateur. Alors, il faut le dire, j'ai eu un fou rire rapidement. Mais c'est vous dire que véritablement, la seule personne, et je pense que Tessanic Rondeillon le confirmera, il sera d'accord avec moi, la seule personne qui en souffre, c'est vous. Ok, vous auriez voulu être, oui, mais investissent beaucoup, absolument, qui ont une vision pour les enfants, qui
veulent bien sûr que leurs enfants puissent sortir de cette misère-là. Vous savez, avec... Vous m'excuserez, Maury, mais je vais dire à ces filles-là une chose très importante et je vais en passant, laisser à Tessanique Ondéon le soin de m'appuyer ou pas. C'est vous dire qu'il arrive, c'est vrai, c'est clair, qu'un parent qui voit son enfant dans cette condition, en tout cas, voit ses rêves pour cet enfant-là brisés et en souffre véritablement. Mais je vais vous dire, parce qu'il y a des enfants qui sont machiavéliques quand même, il y a des enfants qui sont sados, et c'est le lieu de vous dire, je ne sais pas s'ils se disent, véritablement, c'est pas moi qui souffre, c'est maman ou c'est papa, mais c'est vous qui souffrez, et moi, je mets vraiment un point d'honneur à vous le dire aujourd'hui, parce que vous gâchez votre avenir, peu importe ce qu'on dise après, qu'on dise qu'un enfant a une bénédiction ou pas, véritablement, le fait est que vous gâchez votre avenir, enfin, d'une façon ou d'une autre, parce que vous allez vous retrouver. Une grossesse, ça fait 9 mois quand même. Et c'est pas n'importe qui, c'est pas juste... C'est pas 9 mois, c'est pas du jeu. Calcul bien fait, ça vous fait 3, 4, 5 ans de votre vie qui doit y passer. Parce qu'après, qui gardera l'enfant? Et je pense qu'à un moment ou à un autre, on doit pouvoir dire à ces jeunes filles-là ce qu'il en est. Parce qu'elles ont l'impression que c'est rien du tout. Ça va, je tombe enceinte, c'est juste papa qui oui, parce qu'il y a beaucoup d'histoires de femmes aujourd'hui qui, malgré qu'elles sont tombées enceintes sur les bancs, s'en sont sorties et tout ce qui va avec. C'est des à un moment ou à un autre, ces femmes-là ont su tirer le bon parti et surtout ne pas lâcher. Mais moi, j'ai connu plus d'un cas et je pense que c'est le moment de dire aux filles qu'en réalité, ça peut être une bénédiction, c'est peut-être comme nos mères le disent, la mienne aussi le dit, autant garder cette grossesse que de l'avorter. Il faut toujours si c'est peut-être le seul enfant que tu auras, la nature et ainsi de suite, mais il vaut mieux l'éviter pour ne pas se retrouver face à une situation où vous serez entre le marteau et l'enclume. Toutes les jeunes femmes que moi j'ai connues et qui sont tombées dans les revers de la sexualité, je vais dire, parce que elles ne s'attendent pas forcément à tomber enceinte. Là, je ne suis pas d'accord, Tesla. Non. C'est comme si vous remplissez votre verre d'eau chaude. Non. Vous savez pertinemment que la tasse d'eau, elle est chaude et vous la buvez en espérant. Non. Est-ce que je peux finir ma phrase? Non, elle n'avait pas fini sa phrase. Vous finissez la tasse en espérant qu'elle ne vous brûle pas. Si ce n'est justement pas aujourd'hui où nous avons plusieurs programmes d'éducation sexuelle, à une époque, les jeunes filles vous diront, moi je ne sais pas quelles sont les dispositions à prendre parce qu'elles se disent déjà, je vais au sexe et ça va quoi. Mais après, elles ne savent pas les dispositions qu'il faut prendre pour ne pas tomber enceinte parce que dans le cocon familial, la question est déjà taboue. Chez moi, cela n'a jamais été tabou. Dès les premiers signes de la puberté, on a commencé à nous parler de sexualité pour nous rappeler combien il faut rester droit dans ses bottes. Après votre baccalauréat ou à l'université, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là encore, c'est sous condition et on ne vous permet pas de faire n'importe quoi. Mais jusqu'à un certain âge, on vous dit ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans les revers et il y a les sanctions qui viennent avec. Et dans tout cet encadrement, il y a encore des enfants qui tombent dans les revers tout de même. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre ou dans la chaîne, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais quoi? On ne saurait généraliser parce que moi, j'estime que c'est des cas spécifiques. On généralise parfois sur certains détails, mais il y a des cas qui sont assez spécifiques. Comme moi, je prends le cas de ma famille où les parents sont très stricts sur 2-3 choses et pourtant, il y a des jeunes filles, je parle de la grande famille, pas forcément de la famille restreinte, mais il y a des jeunes filles dans cette grande famille-là qui sont quand même tombées dans ces revers-là, qui ont dû faire face aux difficultés imposées par une grossesse dans le parcours d'une jeune fille. Mais quand elles y sont, elles se disent la plupart du temps, maman est là, ou une tante va récupérer l'enfant, je vais continuer mes études. C'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident et pour les jeunes filles qui auront l'occasion de nous suivre parce que plusieurs seront à l'école ce matin, peut-être à l'heure de la rediffusion dans l'après-midi, elles nous suivront. Moi, je voudrais leur dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Quand vous vous retrouvez dans ces revers-là, vous vous dites, il y a, je ne sais pas, j'ai oublié son nom, mais l'actrice principale de la série Empire, j'ai suivi une de ses présentations lors d'un sommet international de femmes où elle disait qu'elle avait son enfant dans ses bras quand elle a pris son diplôme, mais cela ne l'a pas empêché d'atteindre ses objectifs. Il y a d'autres femmes de par le monde qui le disent, oui, mais les conditions ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes. Alors, on doit tenir compte de nos réalités, tenir compte de nos vérités et faire ce qu'il faut faire. Parce qu'en tant que femme,
Moi, je le dis souvent, je me le répète à moi-même et je répète à toutes les sœurs, toutes les amies qui ont envie de l'entendre. Quand un homme fait un pas, la femme doit faire 8 pas pour atteindre le même point que cet homme a atteint avec un seul pas. Et pour cette raison, on ne doit se permettre aucune faute, aucune bêtise, quoique comment je vais les appeler, les facteurs, voilà, les facteurs favorisants sont là, Internet, les programmes télévisés, vous avez parlé d'un programme tout à l'heure, c'est avec vous d'ailleurs que j'en ai entendu parler, 16 ans et enceinte ou 16 ans et maman, quelque chose comme ça, c'est avec vous que j'en ai entendu parler, je me demande comment est-ce qu'on peut valoriser ce genre de choses, et ça vient d'ailleurs. On ne peut pas l'intégrer à nos réalités systématiquement parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes et je voudrais aussi le confirmer. Imaginez, moi je suis resté dans une famille à Rimouski où déjà à 14 ans, le petit ami pouvait venir dormir dans la maison avec sa petite amie. Est-ce que moi, en tant qu'Africain, vivant ça, et donc la mère d'accueil m'a demandé, Maury, est-ce que chez vous c'est comme ça? J'ai dit, quoi? Chez nous, à 14 ans, et ton petit ami vient dormir dans la maison? Non, ça c'est plus... Même à 30 ans, même quand vous êtes mariés, s'il vient, il dort une nuit, le matin, maman se réveille avant toi. Wabo. Hôtel ou un roi. J'ai ouvert un hôtel. Pourquoi vous venez dormir plus de maison? Même quand vous êtes mariés et qu'ils ont reçu la dot, tout le monde était témoin de votre mariage. Si je l'ai dit, c'est pour... Si je l'ai dit, c'est pour bien sûr apporter de l'eau à votre moulin pour dire que les réalités ne sont pas les mêmes. Dans un pays comme ça, si on veut faire un feuilleton, on peut dire enceinte à 16 ans. D'accord, mais ici, vous n'allez pas... Recontextualisons la chose. Il faut dire que ces programmes-là, venant de ces pays-là, sont beaucoup plus logés dans une optique précise. C'est montrer à ces jeunes qui, comme ces femmes, enfin, dont ils font la promotion, tombent dans les mêmes revers, que ce n'est pas pour autant la fin du monde. Parce qu'en général, quand ça leur arrive de l'autre côté de l'océan, elles se disent c'est la fin du monde, elles se retrouvent toutes seules, elles n'arrivent même plus à étudier, rien du tout, et elles tombent dans une véritable dépression qui les conduit dans pas mal de déviances, je veux dire drogue, alcool et tout ça, ainsi de suite. Et ces programmes-là ont été mis en place pour dire à ces jeunes filles-là, ce n'est pas la fin du monde, vous pouvez toujours vous prendre en main, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont accompagnées, enfin des filles jeunes et des adolescentes enceintes et tout, qui sont accompagnées par leur mère, comme il y en a qui ne le sont pas du tout, mais on leur montre à travers ces programmes que, quelle que soit votre situation, une fois que vous vous êtes retrouvés dans cette situation-là, ben vous pouvez vous en sortir tout de même. C'est ça l'optique à la base de la dite émission pour les gens de ce pays-là et de ces continents-là. Mais les nôtres, quand ils suivent de ce genre de... Désolée de rire, parce que pour moi, c'est une connerie, ok? Quand ils suivent de ce genre d'émissions... De télé-réalité, si vous voulez. Comment on va les appeler? Si vous voulez. Eh bien, ils pensent que c'est une façon de les encourager à aller... à passer à l'acte sexuel. C'est exactement ça. Vous savez, véritablement, chères sœurs, il faut qu'on vous le dise. La vie, c'est pas du lait, comme dirait l'autre. Encore moins du chocolat. Pas du tout. Même si vous êtes issu d'une famille de nantis, aisés et tout, ben, croyez-moi, les nuits, ben, vous allez les passer toutes seules, même s'il y a 1 milliard de personnes autour de vous. Vous serez la seule à en souffrir véritablement pendant 9 mois. Et au-delà, parce que après l'accouchement, ça continue encore sur une longue période, eh bien, vous allez être seul à souffrir dans votre corps, vous allez être seul à passer des nuits blanches, quelle que soit la volonté de votre mère ou de votre père, finalement, vous allégez un petit peu la tâche, vous allez tout de même en souffrir, c'est le mot d'ordre dans notre pays depuis peu. Vous n'allez rien pouvoir y faire. Donc, c'est maintenant qu'il faut véritablement prendre les mesures adéquates et éviter de tomber dans ces travers-là. Ce n'est pas possible. Vous êtes à l'école, vous êtes à l'université pour étudier et point barre. Vous avez toute la vie devant vous après pour faire ce que vous voulez. Personne ne viendra vous emmerder et il n'y aura pas de Natacha Kofi à la télé pour vous dire va étudier et puis voilà. Pour explorer. Vous aurez toute la vie pour être Dora l'exploratrice si vous voulez. Je pense qu'il va falloir aussi dire aux jeunes filles de faire davantage confiance à leurs parents, pourquoi pas, de parler à leurs parents et puis de prendre conseil parce qu'en fait, elles cachent tout. Oui. Elles pensent que les parents sont là seulement pour censurer, donc il faut tout leur cacher, alors qu'il suffit de dialoguer avec ses parents qu'on pourrait rapidement comprendre que, ah, attention, là où je vais, il y a danger. Et donc, aussi, demander aux parents de permettre à leurs enfants de venir à eux et de leur parler
parler de sexualité, de les aider à comprendre. Parce qu'il suffit qu'un jeune homme, je ne sais quoi, lui mijote quoi, là, et puis c'est fini. Elle va se coucher et puis les conséquences sont là. C'est ça, vous faites Donc bien je de le pense dire, quand même qu'il va falloir faire cet effort-là, qu'elle comprenne que les parents sont là pour elle et non les voisins, quoi. Pour pas aller se confier aux voisins. Vous faites très bien de le dire parce que du vous quartier, savez, quoi. il y a des familles, hein, il faut le dire, il y a des familles dans lesquelles les parents n'arrivent véritablement pas à donner de l'amour à leurs enfants. Et que vous le vouliez ou pas, chers parents, c'est un facteur qui compromet énormément la quiétude et le bien-être de votre enfant parce que vous le vouliez ou non, cet enfant ira à l'école, rencontrera d'autres personnes et à partir d'un certain âge, il y a ces hormones qui commencent à le démanger. Ouais. Et si vous n'arrivez pas à donner de l'affection et de l'attention à votre enfant, eh bien, il ira le chercher ailleurs. Et en allant le chercher ailleurs, il se retrouvera dans des situations incroyables. Cet enfant souffrira et vous en souffrirez par la même occasion. Donc, essayez au maximum, c'est vrai que c'est pas évident, mais essayez au maximum de donner de l'amour et de l'affection à vos enfants. C'est pas évident parce que nous-mêmes, en tant que parents, nous n'avons pas forcément reçu cela de nos parents et du coup, nous ne savons pas non plus comment le faire ou comment donner de l'amour ou de l'affection à nos enfants, mais ils en ont besoin. C'est capital, surtout pour leur bien-être. Et nous avons parlé des jeunes filles, nous nous sommes adressés aux jeunes filles. Ce que nous souhaitons justement, c'est 0 grossesse précoce et 0 grossesse non désirée chez les jeunes filles. Mais puisque vous êtes l'homme du plateau, à vous de vous adresser aux jeunes hommes. Après, arrêtez quoi, laissez nos sœurs tranquilles. Maurice va les ménager. Permettez-moi de leur dire 2-3 choses. Maurice, c'est l'homme, il va les ménager, il va dire oui, laissez les jeunes filles. Vous avez entendu le nom du projet Mijo Mido. Mijo Yedo et Nibodje. C'est ça. La vérité, c'est que autant les jeunes filles que vous en souffrez. Oui. Parce que les jeunes hommes, après, ils sont dans une fuite de responsabilité. Ils se disent c'est elle qui est enceinte, c'est elle seule que c'est seulement son parcours qui est arrêté. Moi, je peux continuer, mais ce n'est pas aussi simple. Si vous avez des parents comme les miens, ma foi, à coup sûr, ce n'est pas aussi simple. Parcours d'arrêter. et chez vous, ce sera pire parce que vous retrouverez derrière les barreaux. Ah oui. Alors, je voudrais dire à tous les jeunes hommes qui nous écoutent, et pas qu'aux jeunes hommes, mais également aux enseignants hommes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette dynamique d'intimidation, parce que c'est par l'intimidation qu'ils arrivent à bout de leur forfait avec ces jeunes filles-là. C'est de la manipulation. Oui, Arrêtez parce que les conditions aujourd'hui ou les conditions de température, vous les appelez, dans lesquelles nous nous retrouvons, ne nous permettent pas de nous amuser avec notre avenir, encore moins avec l'avenir des filles. Nous arrivons à une époque où nous avons besoin de toutes les têtes, nous avons besoin de toutes les potentialités, et celles des femmes encore plus. Alors, ne soyez pas le canal par lequel le malheur frappe à une porte. Ne soyez pas le canal qui apporte douleur et peine dans une vie, parce que cette jeune fille n'en sera pas heureuse et à coup sûr, vous n'en serez pas heureux. Cet enfant ne mérite pas de venir à ce moment-là. Alors, fermez vos braguettes, comme on le dit. Mettez une ceinture qui s'ouvre pas avant le soir, tout simplement. Zippez tout. Et fermez vos yeux. S'il le faut, achetez-vous des verres de Natacha Coffee oui. et ne regardez rien. Ils sont trop petits. Ceux de Maury à boire. Non, un petit peu plus grand aussi. D'accord, un peu plus grand. S'il le faut, il faut mettre une monture de béton ou de bois. Moi, je ne sais pas pour rien voir du tout. Même si elles ont de belles rondeurs, ne regardez pas. Non, mais j'ai une astuce toute simple. Ne regardez pas. Toutes les fois que vous regarderez une élève avec un petit peu de convoitise dans votre cœur, dites-vous sang de Jésus. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et comme le dit Suspect 95 dans son dernier titre, c'est ça qui vous empêche d'économiser. Donc, voyez le bon côté des choses. Après, eux, ils n'investissent pas non plus. Non, il faut voir l'impact économico-social sur votre vie. Alors, merci beaucoup à vous, Tessani. Merci, Natacha. Merci également à vous, Maury. Merci, Natacha Kofi. Vous restez avec nous surtout, s'il vous plaît. Aujourd'hui, chers amis, nous parlions du chiffre 0. Ceci pour dire 0 grossesse non désirée et 0 grossesse précoce chez les jeunes filles. Et cela ne peut se faire sans la participation des parents, des jeunes hommes eux-mêmes et des enseignants. Je parle de tous les enseignants, bien évidemment. Alors, merci à tous les acteurs de bien vouloir accompagner ces jeunes filles-là, véritablement, afin
qu'elles puissent mener à bien, en tout cas, leur cursus scolaire, en tout cas, qu'elles puissent le mener jusqu'à bout pour que toute la nation béninoise s'en porte mieux. Ben voilà, simplement. Alors, à présent, nous allons parler de Think Loud. Think Loud, je vous le rappelle, hein, chers amis, ça veut simplement dire penser à haute voix. Oui, Tessanique, j'ai vu que vous aviez quelque chose à dire. Non, je voudrais juste rappeler, parce que vous avez conclu, oui, mais on n'y reviendra pas. Donc, comme Maurice l'a dit, l'éducation sexuelle reste un point important et ça doit commencer à la maison avant que les enfants ne puissent l'avoir à l'école et auprès des autres organisations. Très bien. Alors, je vous le disais, chers amis, nous allons à présent parler Think Loud. Et Think Loud, c'est simplement penser à haute voix. C'est cette chronique-là à travers laquelle nous vous donnons la parole. Vous pouvez donc appeler le 69 32 03 03 pour partager avec nous vos différentes opinions. Et ceci, je vais simplement vous donner le sujet du jour. Et avant qu'on ne vous ouvre l'antenne, nous allons recevoir Carnot François qui est là avec un très bon bouillon de culture pour nous. Alors aujourd'hui, le sujet du Think Loud, chers amis, c'est le châtiment corporel. Et ben voilà, le châtiment corporel, est-ce une bonne chose, est-ce une mauvaise chose? Surtout quand on sait que nous parlions à présent, enfin à l'instant de grossesse précoce. Est-ce qu'il faut véritablement les frapper ou pas? Mais on en parlera tout à l'heure. Eh bien voilà, nous sommes là. Châtiment corporel, faut-il frapper? Aussi aujourd'hui, on parlait spécifiquement des enfants. Voilà, juste des enfants. Demain, peut-être, on parlera d'autres choses. Alors, demain, on le découvrira. Alors, faut-il frapper les enfants? Oui, non. Et pourquoi? Dites-nous tout. Je vais plutôt donner la parole. Ne posez pas la question. Est-ce que je vais dire il ne faudrait pas que la police vienne me chercher? Je n'ai même pas les problèmes. Je vais plutôt donner la parole à Carnot François. Dites-nous. Non, si vous voulez une réponse catégorique de ma part, je dirais oui, à des moments donnés, il faut frapper les enfants. Mais puisque le monde évolue et puisque les choses évoluent et que nous devons aussi évoluer avec tout ce que nous observons aujourd'hui avec les grandes innovations, je pense qu'il faut beaucoup plus communiquer avec votre enfant. C'est ça. Mais cela n'exclut pas le fait qu'il faut censurer à des moments donnés. Vous tapez le poing sur la table très dur. C'est que bon, mon père ou ma maman, à des moments donnés, dès que je déconne, quand je vais à un endroit, il peut me taper. Okay. Quand c'est comme ça, je pense que l'enfant lui-même, dans sa psychologie, n'aura pas envie de faire certaines choses. D'accord. Mais quand vous êtes tout le temps doux, vous dites, ouais, bon, là, aujourd'hui, je ne veux pas le taper. Et il va prendre goût à ce qu'il est en train de faire. Mais donc, ça dépend aussi du type d'enfant que vous avez. Il y a des enfants, quand vous les tapez, c'est en ce moment qu'ils reprennent ce que vous lui avez refusé. Il faut apprendre à connaître aussi la psychologie de son enfant. Il faut apprendre à connaître l'esprit dans lequel l'enfant est. L'esprit qu'il a mené à poser l'acte que vous lui reprochez, en fait. Comment? Non, faites pas attention à elle. Oui. Faites pas attention à elle, allez-y, expliquez-nous. Nous sommes dites-nous tout. Test, attention. Laissez-moi finir. Les esprits, non. Oui, en fait, il y a des enfants qui n'aiment pas du tout la chicotte. Ah oui, il y en a. Oui. Maintenant, vous, en tant que parent, je pense que vous avez l'obligation de connaître un peu votre enfant. Quand vous arrivez à connaître votre enfant, je pense que vous n'avez pas trop forcément besoin de chicotte pour lui inculquer quand même une valeur donnée. Très bien. Mais quand le moment vient et que vous pensez, que vous jugez en tant que parent, que là, il faut taper avec la chicotte, je pense qu'il faut le faire. Très bien. C'est ce que je pense. Très bien. Merci à vous, Carnot François. Je vous reviendrai Non, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de choses à dire. Je partage avec vous un verset biblique pour ceux-là qui sont chrétiens. Vous savez, la Bible dit qu'il faille chicoter les enfants afin de leur ôter la folie du corps. Je dis ça, je dis rien. Alors, Tessanique, vous pouvez rire. Allez-y, riez. Je vous ai vu vous retenir. Carnot François disait tout à l'heure qu'il faut préconiser la communication. Mais est-ce que vous oubliez frapper une forme de communication?
Une forme de communication. C'est une forme de qui n'est pas du tout communication douce. Oui, vous pouvez opter pour la violence ou pour la non-violence. Ça dépend du type de communication que vous voulez adopter avec vos enfants. Je vous rappelle rapidement, chers amis, que vous pouvez appeler le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous sur cette émission et donc partager avec nous vos opinions du sujet dont nous débattons aujourd'hui. Alors, châtiment corporel, oui ou non? Faut-il frapper les enfants? C'est la question que nous nous posons. Et à l'instant, je ne faisais que partager un verset biblique, rien de plus. Alors, oui. Natacha Kofi, il y a l'idéal et il y a le réel. Bien sûr. Je pense que c'est quoi l'idéal, c'est quoi le réel? Nous sommes à une ère aujourd'hui où l'idéalisme est en train de prendre le dessus. Il ne faut pas frapper les enfants, les dispositions juridiques. J'ai entendu le téléphone sonner. Oui. Je ne sais pas si nous avons forcément quelqu'un en ligne. Je n'arrive pas à l'entendre. Là. Ah, il est là. D'accord. Oui, je sais d'office qui c'est. C'est Monsieur Diatoro. Bonjour, on vous écoute. Bonjour, je salue tout le plateau. Bonjour. Oui. Bon, tout d'abord, avant d'aller sur le sujet, Think Cloud là. Oui. Pourquoi vous avez nommé ce passage-là, Think Cloud, et pourquoi ne c'est pas en français? Après, vous allez répondre. D'accord. Très bien. Bon, pour le sujet du jour, châtiment corporel. Oui. Il le faut. Très bien. Moi qui suis ici, mon père m'a beaucoup frappé, D'accord. J'ai fait un petit erreur seulement et on te frappe comme chose. Aujourd'hui, nous avons remarqué que les enfants d'aujourd'hui sont un peu faibles. D'accord. Donc, on les tape, mais avec modération. Ok. L'Africain, si tu ne tapes pas l'Africain, il ne peut pas comprendre ce que tu dis. Un enfant africain est obligé d'être frappé avant que tout ce que tu dis rentre dans sa tête. Très bien. Donc, ça corrige les enfants. D'accord. Pas exagérément, on pas fait ça exagérément comme ce qu'on voit dans les marchés et par rapport aux enfants vidéomengon là. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Diatoro. Je réponds rapidement à votre question. Think Loud, vous permettez que je lui réponde? Merci. Alors, Think Loud, c'est simplement pour aider un petit peu nos amis qui ne parlent pas anglais à s'exercer un petit peu à l'anglais. Donc, il y a de ces petites expressions en anglais que nous utilisons. Think Loud, c'est pour dire penser à haute voix. Et je pense que si sur 9 mois, on passe ensemble le temps à dire Think Loud, Think Loud, Think Loud, un jour, vous allez vous surprendre à dire à notre ami Carnot François, tu sais, cette nuit, j'ai Think Loud. Vous ne me convaincez pas, parce que l'émission est en français, tout ce que vous dites, tout est en français. Oui. Et vous mettez Think Loud. Ce n'est pas une manière de nous amener à parler l'anglais, non. Non, je n'ai pas dit que c'est une façon de nous emmener. Cher ami Diatoro, je n'ai pas dit que c'est une façon de nous emmener à parler l'anglais, mais je disais plutôt que c'était une façon de nous emmener à intégrer de petits mots d'anglais dans notre quotidien, c'est tout. Alors, vous dites que l'émission est en français, c'est vrai, l'émission est en français, mais nous écoutons des morceaux anglais, n'est-ce pas? Vous ne vous en plaignez pas pour autant. Et il m'arrive également... Ça, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose, cher ami. Il m'arrive également de parler anglais de temps en temps, n'est-ce pas? Alors, Think Loud, c'est juste le nom d'une rubrique et c'est pour dire penser à haute voix. Je pense que le plus important, c'est qu'on comprenne ce que la rubrique veut dire. Ça peut être traduit autrement en français. Très bien. Mais malheureusement ou heureusement, cher ami, c'est le nom de la rubrique. Et donc, à force de le dire, nous allons finir par nous y faire. Et vous savez, chers amis, l'anglais, c'est une langue assez intéressante. Il faut véritablement s'y exercer pour voir. Think Loud dans toute une émission française, comme vous dites, ça gâche rien du tout. Il faut simplement s'y faire. Merci tout de même pour la remarque. Essayez de vous habituer à l'expression. Vous verrez que vous finirez par l'adopter et l'utiliser, je vous le garantis. Vous allez le faire juste pour frimer un petit peu un jour. Ça, c'est sûr. Notre ami en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. On m'appelle Rouvano Xavier. Très bien, on vous écoute. Éloignez-vous un tout petit peu de votre poste récepteur ou téléviseur ou diminuez le volume, s'il vous plaît. Ok, d'accord, merci. Merci. Voilà, c'est beaucoup plus mieux maintenant. À présent, on vous écoute, monsieur. Il est là? Non, il est pas. Oui. Allô? Oui, on vous entend. Oui, c'est normalement de frapper son enfant. Sinon, il y aura des problèmes après. D'accord. Donc, on doit frapper son enfant, hein? Oui. Très bien.
Alors, quand vous dites frapper, c'est le bastonner tous les jours? Non, non, c'est pas tous les jours. Hein. D'accord. Si il a fait quelque chose de mal, il faut l'avertir d'abord, avant de le frapper. Très bien. Mais merci beaucoup à vous, monsieur. Sinon, ils n'auront pas entendu ce que tu es en train de dire. Très bien. Merci à vous et passez une excellente journée. Ce qui est certain, c'est que la Bible, eh bien, la Bible sera en parfait accord avec vous. Une fois de plus, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui l'a dit. Oui, pourquoi vous faites référence à la Bible pour pouvoir quand même... Natacha est en train de chercher des béquilles. Oui. Elle est en train de te chercher des béquilles. On n'est pas d'accord avec vous là. Écoutez, dites les choses clairement. Voilà que je me retrouve dans une posture où je n'ai pas le droit d'avoir d'opinion. Eh bien, je me sers de la Bible pour vous expliquer certaines choses. Vous pouvez parfaitement partager avec vous. Je suis certaine qu'il y en a qui ne savaient pas que la Bible le disait. Je vous retrouve le verset et je le partage demain. Oui, on va partager avec vous. Oui, un ami en ligne, bonjour. Bonjour l'auditoire. Merci de vous présenter. C'est M. Badaga. Très bien, on vous écoute. Je pense qu'il est important de taper les enfants et le faire proportionnellement à la faute commise. Très bien. Comment ça? C'est-à-dire que quand l'enfant il a volé je sais pas, 5 francs, vous le frappez avec, je sais pas, des brindilles de balai. Et quand il a volé 1000 francs, vous le tapez avec un guéridon. Je sais pas, je demande. Pas obligatoirement. Très bien. Alors, comment vous nous expliquez, s'il vous plaît? S'il fait comme une faute, lui donner deux coups de bâton. Oui. Mais si la faute est plus grave, ça ira plus loin. Et il faut savoir les choses. On est en Afrique, on est au Bénin, précisément. Et qu'il faut savoir qu'on doit quand même faire des choses selon le contexte ici. C'est ça. En Europe, ce que les gens font, c'est des enfants de là-bas et ils font leur contexte. Oui. Ici en Afrique, il faut quand même à un moment donné punir les enfants comme il le faut. C'est ça. J'ai un voisin, par exemple, qui se vante de jamais taper son enfant. Mais après, c'est son enfant qui l'a tapé. Parce que l'enfant se dit que tout lui est permis. Oui. Et je dis, c'est un cadre du Bénin. C'est un cadre du Bénin qui a fait plusieurs pays occidentaux qui pensent qu'on peut amener tout ce qu'on a dit là-bas ici. Mais ça a fini par ne pas marcher. D'accord. Je pense quand même qu'il faut quand même qu'on puisse dire aux parents de punir les enfants aussi, de les taper s'il le faut, mais de le faire de manière assez douce. Il ne faut pas oublier aussi de prendre le bâton, d'éduquer et aussi de communiquer avec l'enfant. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Passez une excellente journée. Eh bien, chers amis, je pense que nous avons fait le tour de la question tout de même. Tessanic, merci d'être resté. J'ai pas parlé, j'ai rien dit, vous me remerciez. J'ai rien dit, vous me remerciez. Allez-y, allez-y. Bon, en 30 secondes, je voudrais rebondir sur ce que le dernier intervenant a dit. Il faut toujours contextualiser, il faut toujours ramener face à nos réalités ce que nous voulons faire ou les habitudes que nous voulons adopter. Je pense qu'il y a même 25 ans en arrière, donc à l'époque où moi je naissais peut-être, vous n'oseriez pas dire à ma mère qu'il est préférable de communiquer avec son enfant. Elle pourrait vous dire de quel type de communication est-ce que vous parlez. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un esprit de mondialisation qui nous ramène face à l'éducation verbale et tout ce qui va avec la non-violence et tout. Mais comme l'a dit quelqu'un, sans vouloir passer à de la discrimination, il y a les esprits africains, il y a les esprits occidentaux. Alors, pour finir rapidement, moi je voudrais dire à notre premier auditeur que bon, c'est pas que les Africains qui sont têtus, tout le monde est têtu. L'être humain en réalité est têtu de façon générale. Merci aux téléspectateurs, aux auditeurs et à vous aussi, Natacha. C'est ça, merci à tous ceux qui ont appelé. C'est toujours un plaisir que de vous avoir au bout du fil et de partager, donc découvrir vos différentes façons de penser. On se retrouve demain de 7h à 9h. Je vous rappelle en passant qu'aujourd'hui, ou du moins qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, c'était quoi déjà l'action de grâce. Voilà, je me suis perdue dans toute la discussion. Alors, c'était l'action de grâce, le mot d'ordre. Aujourd'hui, n'oubliez pas de
dis merci en tout temps. Merci surtout pour ce mois que nous entamons. Nous marcherons dans la grâce et dans l'allégresse par la grâce de Dieu. Et également à ceux-là qui, comme notre premier intervenant, se demandent pourquoi la rubrique Think Loud. Eh moi, je me réjouis déjà de constater que M. Diatoro a pu dire Think Loud. Et je suis certaine que ça ne faisait pas partir de son vocabulaire avant cette émission. Et c'est heureux. On se retrouve donc demain de 7h à 9h avec encore plus de plaisir. On vous embrasse. Passez une excellente journée. Et on se dit à demain. À demain.